ici à 2000, parce qu'il y a un certain moment, on vous parle de 10 000 à l'est, de 5 000, de 8 000 par litre à l'est de la République. Il y a différence de tarification. Oui, il y a une différence de tarification parce que le Congo, c'est un pays continent. C'est un pays continent. Donc, lorsque les conditions d'importation, je ne suis pas expert en économie, je suis un Congolais qui suit quand même les fonctions de ce qui se passe sur le ministère de l'économie, dans son ensemble. Vous allez comprendre que simplement, vous comprenez que par cette réalité-là, au niveau les caractères vastes du pays, fait en sorte que les conditions d'importation carburant de chaque zone est différente. Donc, ce qui peut aussi justifier le fait que. Il y a beaucoup d'autres raisons, hein, d'autres raisons. Les experts, je pense que le ministère de l'économie a des conseillers assez spécifiques dans ces différentes matières-là. Le moment venu, peut-être que même vous êtes journaliste, hein, vous pouvez quand même solliciter l'intervention de ces différents experts-là pour apporter une explication assez concrète par rapport à cette question qui est purement technique. Mais il y a possibilité qu'on puisse harmoniser le prix dans les jours à venir, Est, Ouest et Nord. Je ne saurais pas répondre par oui ou par non. Je pense que ce sont des questions, comme je l'ai dit, évidemment techniques. Et il y a des personnes mieux appropriées pour répondre à cela. Mais si vous voulez bien, je ferai mes recherches. Dans la prochaine émission, lorsque vous m'écouterez, si on apporte cette question-là, je pourrais vous apporter des réponses assez appropriées par rapport à ça. Alors, puisque l'État était en train de subventionner les secteurs pétroliers, dans le secteur minier, même dans d'autres secteurs, que gagne l'État congolais du côté fiscal? Est-ce qu'il arrive quand même à gagner quelque chose ou il y a alors maintenant une compensation qu'il y a entre l'État et les gouvernements congolais et les privés dans le secteur pétrolier? Au lieu de payer vos impôts, au lieu de payer les taxes, bon voilà, puisque nous déjà on vous subventionne, bon ça suffit, vous arrêtez là. L'État congolais arrive quand même à gagner quelque chose du côté fiscalité. La nouvelle structure des prix sur la partie sud-est, c'est justement aussi permettre à l'État de remettre la main sur le fait de recouvrir en tout cas son droit, de récolter, de faire payer des taxes aux sociétés qui travaillent dans le secteur pétrolier. Parce qu'avant, comme vous pouvez bien le constater, le fait que l'État ne permettait pas à ceux-là de faire payer au public, en tout cas à la population, les prix réels des carburants, mais aussi le fait qu'il y a eu, on va dire, un nettoyage qui a été fait pour justement dissocier, marquer une différence entre la consommation domestique et la consommation de société. L'État aujourd'hui a réussi aussi à relever, comme je le disais tantôt, des nouveaux taux d'échange au niveau des sociétés pétrolières qui permet aujourd'hui à l'État, toutes ces mesures-là, de prélever les taxes au niveau des activités de ces différentes sociétés-là. Donc, en gros, l'État aujourd'hui peut à nouveau jouir en tout cas de ses droits liés au paiement des différentes taxes des différentes sociétés-là pour renflouer la caisse, en tout cas de l'État, le budget de l'État, pour éventuellement faire face à d'autres besoins au niveau du pays. Monsieur Narcisse, donc la subvention, du moins à la consommation domestique, là, je crois, c'est tout à fait normal. Tandis que la subvention, surtout beaucoup plus dans les secteurs miniers, avec les entreprises minières, c'est là aussi que le VPM a beaucoup plus travaillé pour faire bénéficier à l'État congolais assez des sommes d'argent. J'accepte aussi, avec la réponse que vous avez donnée concernant le fisc, donc en quelque sorte, l'État arrive quand même à gagner quelque chose. Je voudrais un peu poser la question en rapport avec un communiqué
de la Banque mondiale qui demande à l'État congolais de supprimer la subvention dans le secteur pétrolier. Est-ce que l'État congolais est prêt à supprimer cette subvention? Si oui, quand et comment? Et sinon, pourquoi? Ok. Il faut dire que on a aussi vu, dernièrement, il y a eu beaucoup de spéculations, de polémiques, de vidéos, il faut dire à caractère très sensationnel. Dommage que dans ces pays, nous avons certains acteurs, certains compatriotes qui ne respirent ou ne vivent que par le fait de vouloir nuire les actions, les efforts entrepris par les gouvernements pour des fins, en tout cas politiciennes, qui n'aident pas les pays. Ces fameux rapports de la Banque mondiale qui demandent à l'État de supprimer la subvention liée justement à la consommation de pétrole, des produits pétroliers, c'est un rapport qui existe. Mais il faut comprendre aussi une chose. La Banque mondiale est une structure internationale qui, je pense, a pour vocation, en tout cas, d'accompagner les pays membres, en tout cas, qui sont en voie de développement, pour, en tout cas, l'avènement de leur développement. Voyez-vous? Et cet accompagnement s'est fait à travers une mission qui est celle d'apporter à la fois de financer des projets à travers des dons, de donner des crédits, de prêts en tout cas à ces différents États pour justement mettre en place des politiques publiques qui permettent à ce que l'économie de leur pays puisse avancer. Mais aussi, c'est à travers des conseils. Et justement, c'est dans ces cadres-là que la Banque mondiale donne ces orientations au niveau du gouvernement. Mais il faut noter aussi que chaque État est souverain de prendre des décisions qu'il trouve pertinentes, utiles pour le bien-être de sa population et de son économie. Et à ce titre-là, le gouvernement ne rejette pas les recommandations de la Banque mondiale, mais lorsqu'il l'analyse, parce que n'oubliez pas que nous avons à tête du ministère de l'économie, et même au sein du gouvernement, des experts économistes. Lorsqu'un problème est posé, toutes les recommandations, c'est comme un conseil. Hein. Un conseil, c'est apprendre ou à laisser. Mais il faut analyser les conseils donnés et les confronter aux réalités. Chaque pays a son contexte social et économique. Chaque pays a ses problèmes et les recommandations qui peuvent marcher en France, je dirais au Sénégal, ou je ne sais pas, au Burkina Faso, ne vont forcément pas marcher au Congo parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Et à ce titre-là, le gouvernement a analysé ces rapports-là et a trouvé que ce n'était pas le moment d'appliquer cette recommandation, supprimer la subvention. Parce que nous devons apprendre de nos erreurs. Dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas ces subventions, la population payait les prix chers. Et cela impactait négativement les pouvoirs d'achat des Congolais. Le gouvernement s'est dit ne pas être en mesure actuellement, au regard du contexte, d'appliquer cela. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons déjà notre pays est sous agression. Et malgré cette agression, grâce justement à l'expertise du ministère de l'économie à travers le gouvernement de Congo Sapa et tous ces gens qui l'accompagnent, le pays tient bon quand même. Alors, dans ces contextes-là, par exemple, si vous voulez appliquer une telle mesure, nous n'allons pas très loin. Regardons autour de nous. Les cas de l'Angola, les cas du Congo-Brazza. Vous avez vu récemment ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé là-bas. Le Congo-Brazza a connu une pénurie de carburant. Les mêmes problèmes qu'on a connus ici, où on avait des files d'attente, des centaines de mètres, où les gens espéraient aller trouver du carburant, c'est produit au Congo-Brazzaville. On a connu un autre cas plus ou moins similaire au Congo, en Angola, où
le gouvernement a appliqué plus ou moins ce que la Banque mondiale est en train de demander au gouvernement, à supprimer la subvention liée à la consommation de carburant. Conséquence, les prix du carburant ont augmenté. Les chauffeurs, les transporteurs sont allés en grève. Et qui devait en payer les prix? C'est la population. La population s'est vue dans une situation où ils ne savaient pas se déplacer. Elle ne savait pas se déplacer par. Donc du coup, il y a un soulèvement populaire, des tensions sociales énormes qui a paralysé l'Angola. Voulez-vous que nous puissions tomber dans cette situation-là? Nous pensons, moi je pense que ce n'est pas les bons moments. Nous ne sommes pas encore prêts à appliquer une telle mesure. Et je pense que le gouvernement a pris la bonne décision. Aujourd'hui, l'une des choses que la Banque mondiale épingle dans son rapport, c'est le fait que cette subvention profitait à tout le monde. Mais ce problème a déjà été résolu avec la nouvelle structure de prix, qui aujourd'hui marque une nette différence entre la consommation domestique et la consommation des sociétés que l'État aujourd'hui ne subventionne plus. Et l'État prélève des taxes à ces niveaux-là. Donc, c'est que la Banque mondiale épingle, aujourd'hui, une partie de ces problèmes a déjà été solutionnée. Donc, je pense qu'il faut une question objective, mais il faut qu'on apprenne surtout de nos erreurs du passé et de ce qui se passe autour de nous pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs ou qui vont reproduire les mêmes conséquences. Narcisse, que gagne le docteur professeur Mukoko Samba du fait de prendre 251 millions de dollars et le faire bénéficier à l'État congolais, alors que certains des ministres avant lui, qui sont passés avant lui, et même des ministres dans plusieurs secteurs, nous les connaissons, et sont dans le business. C'est quelque chose qui pouvait revenir chez lui, dans sa poche, parce qu'il n'y a pas de gens qui ont su qu'il y avait quand même un manque à gagner. Lui prend cet argent, il le met dans le trésor public. Qu'est-ce qu'il lui gagne en retour en faisant cela? C'est seulement les Mukongo, comme on le dit. Les Mukongo est honnête, il est descendant de Kassavou, ou alors c'est un homme intègre, honnête, ou peut-être lui, il n'est pas dans des mafias. Cette question, cette réalité, démontre même, brosse même l'homme qui est. Il faut dire que le VPM Mukoko Samba, c'est quelqu'un, moi personnellement, j'ai eu la chance de fréquenter plusieurs dirigeants politiques. Mais c'est un homme qui est très différent dans sa façon d'être, dans sa façon de faire les choses. Mais c'est surtout quelqu'un qui a un sens très élevé du patriotisme et du nationalisme. D'ailleurs, l'idéologie du parti, son parti politique, l'Union congolaise, c'est le nationalisme participatif. C'est quelqu'un qui part du principe que chaque Congolais doit contribuer pour faire en sorte que ce pays se développe, pour que ce pays vive mieux. Ce qu'il est en train de, sa façon de faire et de gérer, il serait bel et bien sa part des contributions en tant que Congolais. Si nous aimons ce pays comme il aime ce pays, nous n'allons pas nous lancer dans les pratiques que nous connaissons tous, où on vous nomme dirigeant d'une telle entité, vous travaillez pour vos propres intérêts, au détriment des intérêts de la nation. Parce que, soyons quand même assez logiques et objectifs, à partir du moment où le pays bénéficie, le pays vit mieux, va mieux, l'économie va mieux, mais nous tous, nous en sommes bénéficiaires. Mais par contre, si nous actions la gestion de la chose publique sur le fait que nous devons nous retrouver personnellement, eh bien, nous allons créer que des frustrations, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que la frustration que nous vivons aujourd'hui au sein de l'opinion publique, la population actuelle, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que nous avons des dirigeants dans ces pays qui ont commis des choses et qui ne nous ont pas respectés, qui
ont plus servi leurs intérêts que l'intérêt de la population. Lui, il se place en tout cas à la marge de ces différentes pratiques. Quelqu'un de très intègre, très honnête. Et il est combattu justement parce qu'il ne fait pas le lit du système. C'est quelqu'un qui marque dans sa façon de faire une rupture nette entre les systèmes qui consacrent l'impunité à l'intégrité et à une gestion qui est axée sur l'intérêt général. C'est ça, pour ça. Donc, ce qui gagne en réalité, c'est le fait que les Congos se portent de plus en plus mieux, même si ce n'est pas encore à la hauteur de ses espérances, mais il y a déjà un début. C'est ce début-là qui importe. La toute dernière question. Donc, le fait de résoudre la subvention dans le secteur pétrolier, de surcroît, résout le social congolais. Il est parti du problème. C'est déjà résolu. Parce que cet argent qui est économisé peut financer d'autres projets sociaux. Construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Tous les trois aspects ont déjà été lancés. Simplement, il faut comprendre que le premier aspect de cette mission résolvait un problème conjoncturel contre la recherche. Ce sont des mesures ciblées qui ont été prises pour résoudre des problèmes bien ciblés dans ce secteur, qui ont déjà apporté leurs résultats, comme je vous ai dit d'entrée de jeu. Les deux derniers aspects de sa vision sont des aspects qui touchent des questions structurelles en fait. Les redressements du secteur productif, la formalisation de l'économie informelle, ce sont des questions qui nous poussent à lancer des grandes réformes structurelles qui vont prendre du temps. Mais ça a déjà été lancé. Les processus ont déjà été lancés à la fois du côté du redressement productif et même du côté de la formalisation de l'économie. Donc, ils travaillent déjà. Ils travaillent seulement. Les résultats, nous allons commencer à les voir dans les mois, les années qui vont arriver. Je vous donnerai un exemple rapidement. Au niveau de la formation de l'économie informelle, il y a des actions qui sont déjà entreprises que nous voyons, qui font office de communication au niveau des médias, où nous voyons qu'il y a des études qui sont en train d'être menées justement pour identifier les vrais problèmes qui empêchent l'économie de la RDC, qui est à 80% plus ou moins informelle, de se formaliser. Et cela fait manquer à l'État beaucoup d'argent, mais aussi empêche à l'homme congolais de pouvoir entreprendre de manière convenable dans les meilleures conditions. Et que même les employés, toutes les personnes qui vont travailler pour ces sociétés-là, travaillent dans des conditions telles que la loi l'exige. Et protection sociale, l'accès au crédit, au financement, à l'accompagnement gouvernemental. Si l'État ne vous a pas identifié, puisque vous n'êtes pas légalement identifié, il ne saura pas vous aider. Il ne saura même pas identifier vos vrais besoins. Donc cette réforme-là va permettre à l'État de créer des milliers d'emplois et de sécuriser l'emploi des milliers de Congolais et de créer une vraie richesse à travers les génies congolais liés à l'entrepreneuriat dans différents secteurs de la vie économique de notre pays. Au niveau des redressements productifs, oui, là également, il y a des études qui ont été déjà lancées. Il y a même une cellule, je crois, technique qui a été mise en place qui s'occupe vraiment de regarder toutes les questions sur comment relancer la production locale. Et il y a déjà des actions, les premières actions qui ont été menées, par exemple au niveau du Kasaï central, on a lancé la production de quelques hectares de maïs et qui ont apporté des fruits. Vous savez que chaque année dans ce pays, au niveau de la partie centrale et la partie du Katanga, l'espace grand Katanga, a une crise de maïs vers la fin de l'année. L'année passée, on n'a pas connu cette crise. Pourquoi? Parce que dans les cadres du relancement, du redressement des secteurs productifs, les VPM, avec le gouvernorat
du Kassai central ont expérimenté la production de maïs. Et ça a apporté des résultats. Ces maïs-là qui ont été récoltés, quelques hectares, a nourri les populations de ces coins-là. Et aujourd'hui, les mêmes modèles pourraient être reproduits dans chaque espace qui peut en tout cas présenter on va dire, les potentiels pour recevoir ce type de semences. Monsieur Narcisse, cadre du parti politique ICO, du docteur professeur Daniel Nkoko-Samba, merci d'avoir accepté l'invitation. Je crois qu'on se retrouve avec vous prochainement, peut-être pour un autre numéro et notre question. Ok, je voulais quand même un mot de la fin, si vous le permettez. Rapidement. Oui. Faire un appel quand même à tous les compatriotes par rapport à tout ce qui se passe au niveau du pays, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, ou je ne sais quel autre aspect de la vie politique. Il faudrait que nous soyons très vigilants parce qu'il y a beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations parce qu'il y a de ces acteurs concitoyens qui ne veulent pas voir le gouvernement réussir. Pour des raisons, des calculs politiciens, des raisons en tout cas de motivation politicienne, et combattent toutes les actions qui sont menées par le gouvernement, en tout cas qui tendent en tout cas à répondre de manière efficace et ciblée aux problèmes qui sont les nôtres. Donc, faisons toujours la part des choses entre ce que nous recevons comme information, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur la télévision. Une dose d'analyse objective et logique nous permet même de savoir, en tout cas, distinguer les vrais du faux. Mais nous sommes aussi là, nous qui aussi suivons de manière assez profonde l'actualité, pour aider aussi nos compatriotes à savoir identifier toutes ces personnes-là qui n'aident pas les pays, qui n'aident pas les gouvernements. Nous ne disons pas que tout va très bien dans le pays, mais il y a quand même des choses qui sont en train d'être mises en place, qui sont en train d'être faites, qui permettent justement au Congolais d'espérer un avenir meilleur dans les mois, années à venir. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Comprenez, on vous retrouve demain pour un autre numéro et aussi un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite.